À l'image de cette ville foisonnante qu'est Bruxelles, Alexandre Vespès, 29 ans, court pour mener à bien, deux pivots de sa vie, le droit et le sport. Avant chaque audience, il faut effectivement qu'on dépose des pièces qui serviront évidemment de preuve pour les magistrats. Il faut évidemment que tout soit toujours prouvé par des écrits. Étant donné que l'audience a lieu dans 2 jours, pour permettre justement aux magistrats de disposer du dossier de pièces et également pour l'auditorat, ce qui est l'équivalent en droit du travail du procureur de la République. Et donc je tenais absolument à ce que ce soit déposé aujourd'hui pour qu'ils aient le temps quand même de préparer l'audience qui a lieu dans 2 jours. Alexandre est donc avocat, spécialisé dans le droit du travail et joueur émérite de cécifoot. Il est atteint depuis sa naissance d'une rétinite pigmentaire. Alors en soi, ma maladie, en fait, c'est une maladie dégénérative qui est située au niveau de la rétine. Et petit à petit, en fait, les cônes et les bâtonnets de ma rétine meurent tout seuls. Et donc, en fait, ça a été diagnostiqué quand j'avais 6 mois. Après, j'ai grandi avec et surtout, en tout cas, ce qui avait été diagnostiqué, c'était que je serais que je deviendrais aveugle en principe à l'âge de 8 ans. Ce qui n'a pas été le cas puisque j'ai encore vu et su me déplacer tout seul jusqu'à mes 21, 22 ans, quelque chose comme ça. Nicole Bardakzoglou, sa mère, revient sur son parcours. À l'âge de 3 mois, en allant passer une visite chez le pédiatre, on s'est rendu compte qu'il suivait difficilement le doigt du regard et le pédiatre a demandé des examens complémentaires. Donc à l'âge de 6 mois, on savait qu'à cause de l'électrorétinogramme, on allait avoir un gros problème et que probablement il serait aveugle, mais on ne pouvait pas dire à quelle période de sa vie sa cécité commencerait à se manifester. Et puis on est allé faire des examens complémentaires dans un autre hôpital où il y avait vraiment une spécialiste de haut vol qui a effectivement confirmé le diagnostic de rétinite pigmentaire, mais qui lui a aussi proposé des verres rouges, des verres corniques, parce qu'Alexandre est terriblement photophobe, il ne supporte pas la lumière. Et là, quand il avait 9 mois, je crois que pour la première fois de sa vie, j'ai vraiment vu les yeux de mon fils qui s'ouvraient tout grands et c'était vraiment un grand moment. On a essayé de l'élever comme tout autre enfant. Et en tout cas, de ne pas mettre en place des mécanismes de surprotection ni de pitié. Et donc le fait qu'il se déplace comme ça dans l'espace, c'est parce qu'on l'a laissé aussi se bouger dans l'espace. Et qu'à l'époque aussi à la maison, il y avait une petite salle de psychomotricité avec des blocs de mousse, un espalier, etc. Et que dès qu'il revenait de l'école ou que j'allais le récupérer même chez mes parents quand il était tout petit, il y a eu cet apprentissage du déplacement, de la confiance en soi et je pense que quelque part ça a dû l'aider aussi d'un côté, mais d'un autre côté il s'est peut-être pas rendu compte non plus de la mesure de ses difficultés. Voilà, moi je pense que c'est la base de l'éducation qu'on a voulu donner et c'était une éducation où oui, il y a des choses qui sont possibles malgré un handicap. Disons qu'il y a eu apparemment des pertes de vue dont je ne me souviens plus parce que c'est quelque chose qui est cyclique. Et donc il y a peut-être des choses qu'étant enfant que je savais faire que je ne savais plus faire après. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne m'en souviens pas. En fait, je crois qu'il y a eu 2 pics dans lesquels il a eu une diminution de sa vue. D'une part, c'est vers 12 ans, 12-13 ans. Et puis, la deuxième période, ça a été vers 18 ans. J'ai juste vraiment ce souvenir, moi, c'est à l'université, peut-être parce que j'étais plus grand et plus en âge d'assumer la problématique en question. Mais en soi, sinon, voilà, j'ai pas de souvenir autre de perte de vue importante, même si je sais que ça a été le cas puisque ça m'a été rapporté par mes parents. Que c'est mon cerveau qui, par souci de protection, l'a bloqué, c'est possible, j'en sais rien.
En termes d'autonomie, tout ce qui était support pédagogique, ça a roulé, je vais dire, y compris le fait qu'il ait eu une formation dactylo à la Ligue Braille quand il avait 14 ans pour commencer à prendre les notes à l'aveugle, c'est le cas de le dire. Maintenant, pour son autonomie dans les déplacements, c'est vrai qu'il a mis énormément de temps parce que je crois que ça le renvoyait à l'acceptation de sa situation de handicap et qu'il était peut-être encore dans des mécanismes un peu de négation et d'accepter difficilement qu'il soit stigmatisé dans la rue. Et oui, ça a mis du temps. Pourtant, la proposition, elle était là, hein, de suivre des formations de marche à la canne ou de prendre un chien guide. Mais il a fallu le temps que lui soit prêt pour le faire. Réglage, hier, lundi 24 juin, il y a 2 minutes. Madame Marc ligne verte, qu'elle se fera. Permet de venir à la charge de travail, lundi 10h16. Je me rends compte effectivement que je perds la vue et c'est clair que c'était très triste au départ. Enfin, j'étais très triste au départ parce qu'effectivement, je sais que je suis plus capable de faire les mêmes choses qu'avant. Donc oui, la première réaction, c'est clairement une réaction de tristesse. Maintenant, après, il faut pouvoir continuer et avancer dans la vie. Et puis, le paradoxe, en fait, c'était que c'est à l'époque aussi de l'université que j'ai eu vraiment mes premières relations amoureuses sérieuses et qui a fait en fait que j'ai beaucoup plus facilement accepté mon handicap. Donc c'est un mal pour un bien que ça soit arrivé à cette période-là. Et après, en fait, en acceptant, et cette fois-ci, j'étais obligé de l'accepter, mon handicap, mais j'ai pris toutes les dispositions pour essayer d'adapter au mieux mon quotidien et ma vie en général. Hey, Kira! Allez, viens! Ici. Voilà. Ici. Et bien. Et c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression en tout cas d'être plus autonome en tant que personne quasi aveugle que quand j'étais malvoyant. C'est un peu paradoxal, mais en vrai, c'est la réalité parce qu'effectivement, avec le chien, avec mes outils adaptés, je suis beaucoup plus en sécurité que qu'à l'époque où j'étais malvoyant et où je me déplaçais sans rien et où en fait j'étais très, très fort tributaire des changements de luminosité au point où parfois, oui, je pouvais me mettre dans des situations dangereuses parce que je pensais être en sécurité, mais en fait non, et que ma vue était tronquée justement parce qu'il y avait beaucoup de soleil, etc. Arrive le moment crucial du choix que l'on fait pour son avenir. Alexandre, très sportif, se rêvait footballeur professionnel. Sa cécité ne lui permettant pas, il se dirige vers autre chose. Pour moi, le fait de devenir avocat n'était pas une espèce de revanche vis-à-vis de la vie ou de me lancer dans la justice parce que moi, effectivement, j'ai eu une maladie. C'était effectivement pas dans cette optique-là. Au contraire, c'est-à-dire que ça a été vraiment un hasard de la vie qui a fait que, pourquoi pas le droit. En fait, c'était plutôt regarder quelles étaient mes aptitudes et ce que je pouvais faire avec mon handicap. Et en fait, essayer toujours, et ça c'est un peu ma philosophie de vie, c'est de faire du handicap une force. Et en l'occurrence, des études littéraires permettaient, pour moi, étaient beaucoup plus faciles et beaucoup plus adaptées, puisqu'effectivement, en raison du handicap, j'ai quand même développé d'autres sens, dont une très bonne mémoire. Le hasard a donc bien fait les choses. Cependant, et pour reprendre les termes d'Alexandre, c'est un vrai parcours du combattant qu'il a traversé avant de pousser les portes du cabinet dans lequel il exerce aujourd'hui le métier d'avocat. En sortant de l'université, j'avais envie de travailler dans des cabinets d'avocats. C'est vrai que j'avais envoyé énormément de CV. Alors effectivement, on sort complètement d'une zone de confort parce qu'on se retrouve finalement face à des employeurs qui j'ai principalement postulé dans le secteur privé. Donc oui, il y a effectivement un objectif de rentabilité et surtout une méconnaissance du handicap. Et je pense que moi-même, à l'époque, je n'étais pas conscient des difficultés que pouvait donner lieu ma maladie parce que j'avais l'intime conviction que tout était faisable et tout était possible. Olivier Richcart, fondateur du cabinet Sautra. Alexandre, c'est vraiment une sorte d'arrivée accidentelle en fait. Donc on venait de créer le cabinet et on n'avait aucun besoin spécifique d'un nouveau stagiaire ou d'une nouvelle stagiaire. Et on a reçu sa candidature spontanée, comme on en reçoit, je dirais, de manière régulière. Et évidemment, la plupart, on les classait en disant qu'on ne recherchait pas. Et la candidature d'Alexandre m'avait évidemment interpellé, puisqu'il l'annonçait dans sa candidature
qu'il était non-voyant. Je ne sais plus comment il le précisait, mais c'était une sorte de détail. C'était « Ah, by the way, entre parenthèses, je suis non-voyant ». Et moi, ça m'a immédiatement interpellé. J'en ai parlé à mes associés collaborateurs. Et bon, tout le monde était un peu étonné. Oui, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on ferait si on l'engageait? Enfin, on était tous un petit peu sceptiques et en questionnement, je dirais, parce que le métier d'avocat est un métier de l'écrit. Mais bon, je me suis dit, on va quand même le rencontrer. C'est-à-dire que sa personnalité m'a tout de suite plu. Il avait manifestement un très gros moteur, une motivation jamais vue, un aplomb incroyable, alors que bon, il sortait de nulle part, il sortait des études. Il avait cherché un stage dans un bon paquet de bureaux d'avocats, je pense, je ne sais plus exactement combien, mais il avait cherché. Mais la manière dont il arrivait, ce naturel, cet aplomb, et je suis capable, etc., et c'est possible, était très très interpellant. Moi, ce jour-là, c'était déjà oui. Et effectivement, à ce moment-là, on s'est lancé dans l'aventure. Et même là, je pense que je n'étais pas encore conscient des différents défis pour lesquels j'allais être confronté par la suite, puisqu'effectivement, on a dû faire différentes adaptations, mais parce que c'est toujours effectivement compliqué de connaître les tenants et aboutissants d'une profession quand on l'a jamais pratiqué. Et en plus de ça, comme dans tout entretien d'embauche, on veut paraître le plus efficace possible, et donc on a tendance à évidemment gommer ses défauts pour plaire directement. Après, c'est sûr qu'il y a un peu un retour de manivelle par la suite. En fait, on s'imaginait rien du tout. Donc moi, je crois que j'ai été complètement inconscient. Je sais juste qu'à l'entendre, à le voir, ça pourrait faire un bon avocat. Mais sur l'aspect de la cécité, c'est une plongée franchement, dans l'inconnu et dans l'inconscient total. En plus, on n'avait pas de poste disponible, on ne cherchait pas vraiment quelqu'un. Mais c'est peut-être parce qu'on avait ce non-besoin que du coup, le pari devenait possible. Et que du coup, on s'est dit, bon, ben, on y va, quoi. On avance. Et puis, il nous dit qu'il sait faire la reconnaissance vocale avec son casque. On n'a même pas testé. Le Mac, ça parlait, donc on est équipé en ordinateur qui parle. Ça nous semblait être une interface jouable. Les premières difficultés qu'on a rencontrées, et ça a même été émotionnellement très difficile parfois, c'était ce côté je veux être normal. Il n'y avait pas une forme de déni, mais en tout cas une forme de je ne veux pas que ça existe et je veux être un avocat normal chez Sotram. Et là, j'ai fait appel à la Ligue Braille. Et puis, ils sont venus nous aider, quoi. Ils sont venus m'aider, moi. Donc, ils m'ont coaché. Et par exemple, ils ne voulaient pas apprendre le braille. Ils ne connaissaient pas le braille, donc la barrette et tout, rien, quoi. Pour Alexandre, je crois que le braille, c'était le symbole de la cécité. Et c'est quelque chose qu'il avait, évidemment, et je comprends tout à fait, qu'il avait repoussé. Et donc, il s'est inscrit, il a accepté de rentrer là-dedans. Ça a été dur, hein. Moi je me souviens des discussions où il y avait les larmes des deux côtés. Mais voilà, je pense qu'il fallait aussi un peu passer par là. C'est comme un gros coming out, quoi. Et puis ça s'est toujours bien passé parce qu'il y a toujours eu ce dialogue très très franc entre nous. Et si c'était émotionnel, mais c'était accepté des deux côtés. Et puis ça s'est assagi, ça s'est arrangé. Il a appris à faire des templates à la Ligue Braille. Ils ont eu la gentillesse d'adapter nos modèles pour lui, etc. L'ordinateur, l'assistance technique. Et là, ça a vraiment pris un tournant où en un coup, ça a été beaucoup, beaucoup mieux. Mais tant lui que nous, on croyait au départ qu'on n'aurait pas besoin de cette assistance, ça, c'était vraiment un leurre, quoi. Et heureusement, ils ont été là. Et puis petit à petit, les choses se construisent de manière assez organique. Vraiment naturel, où il grandit avec nous et on grandit avec lui dans la relation. Et donc on a effectivement essayé de rectifier le tir, mais ça a pris du temps. Le tribunal. Ça prend encore du temps, mais maintenant, voilà, aujourd'hui, après 4 ans au cabinet, effectivement, je me sens beaucoup plus autonome et beaucoup plus à l'aise. Bien, bonjour. Madame la greffière, nous avons une affaire qui est fixée cet après-midi. Pourriez-vous l'appeler? Le dossier 19214, Monsieur Willet. Je suis pour la partie défendresse. Je suis pour la partie demandresse. Eh bien alors, maître Deleuze, puisque vous êtes la partie demandresse, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Donc, compte tenu de ce qui précède, je sollicite l'annulation de la décision administrative et la condamnation
de la partie défendresse aux dépens. J'ai dit et je vous remercie. Eh bien, Maître Wespès, vous avez la parole alors pour la partie défendresse, et manifestement en opposition avec ce qui vient d'être plaidé par Maître Deleuze. Tout à fait, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges sociaux, Monsieur l'auditeur. Alors effectivement, en fait, l'affaire qui est portée aujourd'hui devant vous est relativement simple. Il s'agit de déterminer si le diplôme de Monsieur Willems lui offre suffisamment de garanties pour s'insérer sur le marché du travail. Alors tout d'abord, vous constaterez que dès la fin de ses études, c'est-à-dire en 2007, M. Willems a trouvé un emploi puisqu'il a retrouvé un emploi, mais dans son secteur d'activité. Donc, pour rappel, M. Willems a un bachelier en technologie informatique et il a trouvé un emploi directement, un contrat à durée indéterminée dans sa branche d'activité. C'est la pièce 7 de notre dossier de pièces, plus exactement en page 3. Vous constaterez également que cette profession d'informaticien est reprise sur la liste des métiers en pénurie, tant pour l'année 2017-2018 que pour l'année 2018-2019. Ce sont nos pièces numéro 9 et numéro 10. Et donc effectivement, on voit bien que c'est une profession qui est réellement recherchée. Enfin, vous constaterez également en pièce numéro 13 et en pièce numéro 15. Donc effectivement, quand on nous dit de part adverse que monsieur avait du mal à retrouver de l'emploi, il y avait manifestement des possibilités pour lui de retrouver de l'emploi en raison de ce diplôme. Et compte tenu du fait que son diplôme lui offre suffisamment de garanties pour s'insérer sur le marché de l'emploi, je vous demande de confirmer la décision de notre cliente. J'ai dit je vous remercie. Merci, Maître Wespès. En plaidoirie, il est super impressionnant. Donc, et à son stade, il était très vite meilleur que la plupart des stagiaires qui démarrent en plaidoirie. Parce que le problème d'un stagiaire qui démarre en plaidoirie, c'est le pire ennemi, c'est le texte. Et donc Alex, il n'a pas le pire ennemi avec lui, déjà. On n'arrête pas de leur dire, ne lis pas ton texte, lis pas ton texte, lis pas ton texte. À Alex, on ne dit pas ça, évidemment. Tout est là. Donc, ses premières plaidoiries, c'était rigolo parce que moi, je l'assistais pour lire les pièces, parce que parfois, il faut lire les pièces. Et donc, il plaidait, et puis il disait « Et maintenant, Maître Ricard va lire la pièce. » Donc, j'étais presque son assistant. Ça faisait beaucoup rire le tribunal. Tu vas aller jouer? Tu veux aller jouer? Hein? Oui. Allez, attends. T'es prête? Allez, va jouer. Va jouer, va jouer. Va, cherche les gars. Va là-bas. C'est bien. Lâche, les gars. Qu'est-ce que j'ai dit? Assise. Oh. Calme-toi, respire. Alexandre se déplace avec aise et assurance. Depuis l'enfance, il bouge, se cogne, court et se relève toujours. Sa mère, Nicole, attentive à son développement psychomoteur et à son épanouissement personnel, fonde en 2000 le premier club de cécifoot de Belgique. Alex était fan de foot quand il était petit, mais l'inscrire dans une équipe de foot traditionnelle, c'était pas possible. Même quand il avait encore de bons restes visuels, ça ne suffisait pas. Et puis, un jour, en allant au congrès de psychologie du sport, j'ai rencontré des Brésiliens qui présentaient un poster sur le cécifoot. Et je me suis dit, mais ça, c'est juste ce qu'il lui faut. Et j'ai pris les contacts avec eux. Et en rentrant en Belgique, on a commencé à correspondre pour nous aider à monter ça. Il y avait 4 ou 5 pays en Europe à l'époque qui pratiquaient le cécifoot. Je me suis renseignée, ça n'existait pas en Belgique. Et donc, on s'est lancé. C'est les deux autres équipes. On va changer un peu le système de jeu. On va passer en 2-2, d'accord? Parce que je veux voir tourner ce ballon. Et un maximum tourner ce ballon. Faites des passes, faites des passes, faites des passes. D'accord? On a travaillé ça toute l'année. Donc j'aimerais bien voir ça aujourd'hui. Donc on va jouer avec Chris et Alex derrière. Chris à gauche, Alex à droite. Aaron devant à droite. Et Hugo à gauche devant. Ça va? Le Bruxelles Five-a-Side Anderlecht commence petitement. Seulement 2 ou 3 joueurs et un peu de matériel. En 2008, le club décolle.
La reconnaissance de la Ligue Handisport, un premier sponsor qui nous a permis de faire la Coupe de France, du coup qu'on était reconnus. Un soutien aussi de Cap 48 qui est une récolte de fonds, un peu comme le Téléthon en Belgique qui nous a aidés fortement aussi. Et puis donc Coupe de France, Championnat de France. Et puis voilà, on en est arrivé à avoir un club où maintenant il y a quand même une 20-25 participants, dont une équipe fanion, je vais dire. Et aussi une équipe nationale qui s'est créée en Belgique depuis 2014-2015. On y va, hein. On montre qu'on est là. C'est un match. Un match. On mord sur notre chic, il fait chaud pour tout le monde. Gorgée, d'accord. Il fait chaud. Allez, on y va les gars. On y va. Moi, je voulais effectivement devenir footballeur professionnel et clairement, c'était un manque et c'était difficile pour moi de ne pas être dans un club de foot en général. Donc au moment où ma mère a créé le CC Foot en Belgique, ça a été clairement un vrai échappatoire pour moi parce qu'effectivement là j'avais la possibilité de jouer au foot et d'être à égalité par rapport aux autres joueurs parce que tout le monde mettait un masque. Le CC Foot est une adaptation du football. Nathan Fernandez, leur coach, nous en explique les rudiments. Donc déjà, c'est l'adaptation du football, il y a quelques différences, sinon ça ne pourrait pas être pratiqué par des malvoyants. Donc ils jouent à 5 contre 5, 4 joueurs et le gardien qui est voyant. Il y a des guides, donc le terrain est divisé en 3 zones. Il y a un guide du milieu de terrain, ça c'est moi, c'est le coach. Il y a un guide offensif qui est placé derrière le but des adversaires. 8, 6, 4, stop, départ. Sinon voilà, la plus grosse des règles, c'est le signalement. Donc chaque joueur qui est sur le terrain et qui n'a pas le ballon se signale en disant voy, ça veut dire je vais en espagnol. Il y a des collisions, des choses comme ça qui sont évitées grâce à ça. Puis d'autres règles, il y a les barrières, donc qui permettent que le ballon ne sorte pas et que le jeu ne soit pas arrêté trop fréquemment, sinon ça ne serait pas jouable je pense. Et voilà, c'est les grosses adaptations qui permettent que le sport soit jouable. C'est bel et bien la mixité voyant-non-voyant qui fait la spécificité de ce sport. Le guide en est l'exemple et Natacha Tey nous parle de la singularité de ce poste. Et donc le guide, c'est la personne qui va être derrière le goal adverse, en général plus ou moins dans l'axe pour avoir une bonne notion de où est le goal par rapport à moi du coup. Et c'est moi qui vais indiquer, donc le terrain est divisé en 3 zones. Et il y a la zone de du goal à 12 mètres devant soi. Et cette partie-là, je peux parler. Et donc, c'est dans cette zone-là que moi, je vais indiquer aux joueurs où ils doivent aller. En fait, je pense pour eux parce qu'on leur dit tout en fonction de eux. C'est comme si moi, j'étais le joueur et que je m'imaginais ce qui se passe, en fait. Autre particularité du dispositif, le bandeau et le ballon. Il y a des non-voyants, des malvoyants. Donc voilà, le fait du bandeau, ça met tout le monde sur le même pied d'équité, personne ne voit rien. Ensuite, on a le ballon, donc comme vous pouvez l'entendre, on a des grelots à l'intérieur, plus des grelots sur les côtés du ballon, qui permettent vraiment de faire du bruit lorsqu'il est en mouvement. Si le ballon ne faisait pas de bruit, ça ne serait pas possible. Moi, ce que je pense, c'est qu'au début, on a besoin de beaucoup d'attention à porter sur le grelot du ballon. Et au fur et à mesure, avec l'entraînement, l'attention qu'on a besoin de mettre sur le bruit du ballon devient moindre. Et donc, ça nous permet de délaisser cette attention pour peut-être écouter plus son guide ou écouter plus les adversaires. Ça fait partie du sport aussi, de réussir à localiser les autres, de localiser les obstacles. Par exemple, Alexandre, il a presque plus besoin qu'on lui indique les barrières ou les choses comme ça. Il les sent, ils connaissent les dimensions presque par cœur. Et c'est un réel avantage. L'esprit de compétition, je pense qu'on ne l'enlèvera jamais. On est tous là pour essayer de gagner, même si ça passe au second plan, c'est sûr, il y a d'autres objectifs qui passent avant. Mais voilà, quand ils montent sur le terrain, on a beau dire ce qu'on veut, il n'y a personne qui monte sur le terrain pour perdre, on a toujours envie de gagner. Et je crois que ça les aide au CC Foot aussi de pouvoir se représenter dans la tête où se trouve leur coéquipier, où se trouve la défense. Ils travaillent énormément ça, je crois, de manière implicite. Et après ça, ils peuvent le transférer dans toute la vie. Et c'est une des choses pour lesquelles voilà, je trouve que le CC Foot est vraiment très intéressant parce qu'il se déplace tout seul dans l'espace avec une prise de risque qui est quand même considérable. Il y a cette volonté de je peux me déplacer et ça me donne du plaisir. Le fait de bouger, même sans la vue, me donne du plaisir. Que ce soit sur le terrain ou dans une salle d'audience,
Alexandre aime le défi, c'est son plus gros moteur. Non, tu seras pas là parce qu'il marquera un goal dans 3 saisons. Sur toute la saison? J'en ai marqué beaucoup plus que toi, chef. J'ai pas là qu'une seule fois. Ah si, j'ai marqué 3 fois contre Violaine. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. J'en ai marqué 2. T'inquiète. Non mais t'as raison. T'as été meilleur que moi sur cette saison. Mais la saison prochaine. À l'entraînement, c'était le meilleur. Là, je peux te dire, la saison prochaine, je te ferai pas.